Depuis ses premiers discours enflammés dans les brasseries de Munich, Adolf Hitler comprit le pouvoir brutal de l'art oratoire. Au milieu du bruit des chopes et de la fumée de tabac, ses paroles parvenaient à faire taire les foules et captaient l'attention comme un aimant. À mesure qu'il gagnait du pouvoir, ses discours devinrent des actes de masse qui rassemblaient des foules dans toute l'Allemagne. Les rassemblements de Nuremberg, avec des milliers de drapeaux, étaient organisés dans les moindres détails. Au stade olympique de Berlin, il s'adressait à des dizaines de milliers de personnes qui répondaient à l'unisson. À la porte de Brandebourg, ses discours se déroulaient avec une grande mise en scène et une organisation rigoureuse. À de nombreuses reprises, Hitler mettait jusqu'à 1 minute avant de commencer à parler, utilisant ce silence initial comme une stratégie pour capter totalement l'attention du public. Mais pourquoi Hitler et les nazis donnaient-ils des discours aussi puissants? Quel était le secret qui transformait ces paroles en un outil de contrôle de masse? Les débuts du Führer, ses premiers discours. Le premier rassemblement qui fit remarquer Adolf Hitler ne fut pas planifié comme tel, mais surgit presque par hasard, dans le cadre d'une mission de surveillance. Nous étions en 1919, et Hitler, alors caporal démobilisé de l'armée impériale, travaillait pour le département de propagande de l'armée bavaroise. Son supérieur, le capitaine Karl Mayr, lui avait confié des tâches d'observation et de contrôle de petits groupes politiques considérés comme potentiellement dangereux. C'est ainsi que Hitler assista à une réunion modeste dans une brasserie de Munich, organisée par un groupe pratiquement inconnu, le Parti ouvrier allemand. Ce soir-là, l'acte était présidé par Anton Drexler, et l'orateur principal était Gottfried Feder, qui parlait de théories économiques anticapitalistes. Hitler, initialement ennuyé, s'apprêtait à partir. Lors d'un échange d'opinions discret, un assistant nommé Baumann proposa que la Bavière se sépare de l'Allemagne et s'unisse à l'Autriche. Cette affirmation provoqua une forte réaction chez le jeune observateur, qui jusqu'alors était resté silencieux, malgré ses propres origines autrichiennes. Ne pouvant se contenir, il demanda la parole et lança une intervention brève mais percutante qui non seulement réfuta son interlocuteur, mais surprit les dirigeants présents. Son intensité, sa clarté et sa capacité d'expression laissèrent une impression marquante, notamment sur Anton Drexler, l'un des fondateurs du parti. Ce moment fut décisif. Drexler fut impressionné par l'éloquence de ce jeune inconnu et l'invita à rejoindre le parti. Hitler adhéra officiellement au Parti ouvrier allemand peu après, le 19 septembre 1919, devenant le membre numéro 555, bien qu'il fût en réalité le 55, car la numérotation commençait à 500 pour donner l'impression de plus d'adhérents. Ce discours improvisé fut le point de départ de son ascension au sein du parti, qui ne tarda pas à s'appeler NSDAP. Lors du rassemblement du 16 octobre, Adolf Hitler mit de nouveau en évidence son aptitude à établir un lien avec le public, cette fois lors de son premier discours en tant que membre officiel du parti. Bien qu'il n'y eut que 111 personnes dans la salle, l'impact fut immédiat. Beaucoup des présents furent profondément impressionnés par l'intensité de son intervention. Selon le récit de Joachim Fest dans sa biographie de Hitler, ce discours fut une véritable décharge émotionnelle. Pendant une demi-heure, il parla sans relâche, canalisant des années de pensées réprimées et de frustrations accumulées depuis son séjour dans les foyers pour hommes. Ses paroles jaillissaient avec une force incontrôlable, comme si elles avaient été longtemps contenues. L'intervention fut un mélange chaotique mais puissant d'émotions, de colère et de ferveur idéologique qui tint son auditoire en haleine. Les phrases fusaient comme des projectiles, chargés d'images abruptes, d'accusations véhémentes et d'une intensité qui ne semblait pas calculée, mais viscérale. Pour ceux qui l'entendirent ce jour-là, il n'y avait aucun doute. Un orateur au magnétisme inhabituel était né. L'un des présents à cette première intervention publique, Hans Frank, se souvint plus tard de l'impact que lui fit Hitler lors de cette première écoute. « Il m'a fortement impressionné dès le début. Il ne ressemblait en rien aux discours politiques ordinaires. Tout en lui était direct, simple, venait du cœur et parvenait à nous émouvoir profondément. » À ce moment-là, Hitler commençait déjà à se distinguer au sein du Parti ouvrier allemand, ayant assumé le rôle de responsable de la propagande, une fonction à partir de laquelle il entamerait son ascension rapide au sein du mouvement. Les discours d'Adolf Hitler étaient de véritables représentations soigneusement planifiées, où rien n'était laissé au hasard.
De la posture physique qu'il adoptait, toujours en position dominante, surélevée par rapport à son auditoire, à son langage verbal agressif, énergique et emphatique, chaque élément était conçu pour générer un impact émotionnel fort. Son art oratoire s'inscrivait dans un modèle totalitaire où le discours ne servait pas seulement à transmettre des idées politiques, mais visait à inoculer une idéologie absolue, concentrée autour de sa figure de chef suprême, le Führer. Le contenu de ses discours faisait constamment appel à une mythologie nationaliste, évoquant un passé glorieux, tel que l'Empire romain, qui l'opposait à un présent marqué par l'humiliation, la crise économique, le chômage, la dette de la Première Guerre mondiale et la montée du communisme. Cette narration duale créait une tension émotionnelle qui permettait à Hitler de canaliser la frustration collective vers des ennemis concrets. Ainsi, bien que ses discours fussent pleins de contradictions et d'illogismes, l'effet émotionnel était si puissant que le public ne s'en rendait presque jamais compte, comme il le soutenait lui-même. Ce n'est pas la connaissance qui mène à l'action, mais le sentiment. Hitler se présentait également comme une figure paternaliste et messianique, quelqu'un qui parlait non seulement pour le peuple, mais comme le peuple. Cette personnalisation du message créait un lien direct avec les auditeurs, qui en venaient à s'identifier émotionnellement à lui. Les discours étaient de véritables interprétations théâtrales, chargées de gestes dramatiques, de pauses calculées et d'un rythme ascendant culminant en une cascade d'exaltation idéologique. Comme le discours oral ne permet pas une analyse réfléchie comme le texte écrit, l'auditoire se laissait entraîner par l'émotion du moment, immergé dans une atmosphère collective d'exaltation. L'objectif final était d'hypnotiser le public, de libérer son subconscient collectif et de lui offrir une issue à sa situation désespérée. Hitler utilisait un langage victimaire et polarisant qui définissait le conflit en termes absolus, nous ou eux, victimes ou bourreaux. Celui qui partageait ses idées faisait partie d'une communauté supérieure, celui qui ne le faisait pas devenait automatiquement un ennemi. Cet ennemi était identifié comme une maladie du corps national qui devait être éliminée. Les juifs, les communistes, les handicapés, les homosexuels. Tout le discours tournait autour de concepts comme Allemagne et peuple, des mots-clés répétés encore et encore pour renforcer l'unité interne. L'appel du Führer, discours à la jeunesse allemande, Nuremberg 1935. Le discours d'Adolf Hitler aux jeunesses hitlériennes, prononcé le 14 septembre 1935 lors du congrès du parti à Nuremberg, fut l'une des interventions les plus symboliques du régime nazi en relation avec la jeunesse allemande. Une scène frappante montrait 50 000 jeunes des jeunesses hitlériennes alignés avec précision dans un immense stade, attentifs et captivés par un discours qui dura plus d'1 heure. L'orateur, de petite taille et d'apparence peu remarquable, portait un uniforme ajusté, dont le col était boutonné jusqu'en haut. Fréquemment, il levait le poing fermé pour souligner ses propos, interrompu par les acclamations de la foule qui scandait « Sieg Heil ». Les adolescents, fascinés, semblaient souhaiter que l'allocution ne prenne jamais fin. Dans son discours, Adolf Hitler critiqua la supposée décadence de la jeunesse durant la République de Weimar et présenta l'idéal nazi, agile comme un lévrier, résistant comme le cuir et dur comme l'acier de Krupp. Les images conservées de l'événement, célébré le 14 septembre 1935 lors du Congrès national de Nuremberg, reflètent une mise en scène méticuleuse, semblable à celle du documentaire de propagande de Leni Riefenstahl, Le triomphe de la volonté, réalisé 1 an plus tôt. Gros plan sur des jeunes blonds, vus d'un stade bondé et la figure dominante du Führer créait une atmosphère presque cérémonielle, caractéristique des manifestations du national-socialisme et des discours de Hitler. Dans les premières années de son ascension, Hitler se distingua comme un orateur efficace, capable de capter l'attention des masses grâce à des discours faisant appel aux émotions et au nationalisme. Cependant, à mesure qu'il consolidait son pouvoir, la manière de présenter ses discours prit une importance croissante. Dès 1930, et surtout après 1933, la mise en scène de ses interventions publiques, avec défilés, symboles et chorégraphies soignées, commença à éclipser le contenu même de ses paroles. Déjà lors des élections de 1932, cette théâtralité avait laissé une forte impression dans les milieux conservateurs, qui soulignaient davantage la mise en scène que les messages transmis.
La pompe démesurée avec laquelle ces actes étaient organisés était évidente lors d'événements comme le défilé du 1er mai après l'arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes en 1933. On estime qu'1,5 million de personnes se réunirent sur les terrains de Tempelhof. Le ministère de la Propagande détaillait minutieusement la logistique. Avec une formation de 6 personnes par rangée, 18 000 personnes pouvaient défiler par heure. On estimait que la première vague arriverait à 14 heures et que la manifestation commencerait à 20 heures. Le contrôle absolu des médias veillait à ce que les discours de Hitler produisent l'effet désiré. Les principaux journaux reproduisaient intégralement ces paroles dès le lendemain. Elles étaient diffusées comme l'information principale à la radio, et les enregistrements étaient projetés peu après dans les actualités hebdomadaires des cinémas allemands. C'est ainsi que des phrases comme l'exhortation à être rapide comme un lévrier, résistant comme le cuir et dur comme l'acier de Krupp, se propagèrent largement jusqu'à devenir des expressions d'usage courant sans que l'on se souvienne de leur origine dans la propagande nazie, résistant comme le cuir et des chiens comme modèle pour la jeunesse. Ce sont là des idéaux bien particuliers que Hitler proclamait dans son discours exalté. Pourtant, cette comparaison ne fut pas inventée dans son intervention devant les jeunesses hitlériennes en 1935, mais apparaissait déjà une décennie plus tôt dans son manifeste Mein Kampf. Dans ce texte, ces qualités étaient présentées comme des vertus militaires, sans objectif éducatif explicite. Il est toutefois évident que l'auteur attribuait une grande importance à la mentalité et à la conduite militaire, qui allaient devenir des piliers de l'ordre social que le régime national-socialiste cherchait à imposer. En 1935, le pouvoir de Hitler était déjà pleinement consolidé. Le Parti national-socialiste allemand comptait 3,5 millions de membres, et l'opposition interne avait été éliminée. C'était le moment propice pour projeter le pouvoir du régime vers l'extérieur. Le rétablissement du service militaire obligatoire, supprimant ainsi l'une des principales restrictions du traité de Versailles, marqua une étape décisive vers la remilitarisation du pays. Le discours de Hitler aux jeunesses hitlériennes à Nuremberg ne resta pas sans conséquences. En 1936, cette organisation fut reconnue comme la seule association de jeunesse du pays, et à partir de 1939, l'adhésion devint obligatoire. Près de 8 millions d'enfants et d'adolescents, dès l'âge de 10 ans, portaient l'uniforme, s'entraînèrent dans les écoles, participaient à des manœuvres militaires et prêtaient serment au drapeau. Tout cela dans le but d'être agiles comme des lévriers, résistants comme le cuir et durs comme l'acier de Krupp, et de se préparer à tuer et à mourir dans la guerre qui se profilait. La voix du Führer, obsession et rituel dans les discours de Hitler. Une série de lettres écrites par l'otorino-laryngologiste Karl Otto von Eichen a révélé des détails sur les traitements qu'Adolf Hitler reçut pour préserver sa voix, à laquelle il attribuait une valeur fondamentale dans son rôle de dirigeant. Ces documents décrivaient avec précision certains des procédés médicaux appliqués et mettaient en évidence l'importance extrême que Hitler accordait à sa capacité oratoire. Von Eichen avait envoyé ces lettres à sa cousine Marie Stenneberg, et elles restèrent conservées dans le cercle familial jusqu'à ce que son arrière-arrière-petit-fils, Robert Döbgen, les découvre en consultant d'anciens dossiers à des fins académiques. Cette découverte permit de connaître une facette peu connue du dictateur, sa peur constante de perdre la voix, ce qui le rendait vulnérable face à son image publique. À cette époque, Karl Otto von Eichen était le spécialiste ORL le plus réputé d'Allemagne et il suivit Hitler pendant environ 10 ans, depuis l'apparition de ses troubles vocaux en 1935. Dès sa première consultation, Hitler exprima une peur marquée de souffrir d'une maladie grave et demanda à être informé avec une franchise totale sur son état. Cette première rencontre eut lieu le 23 mai 1935 à la chancellerie d'État de Berlin. Les dossiers médicaux indiquaient le patient sous le nom de Adolf Müller, bien qu'il fût confirmé plus tard qu'il s'agissait d'Adolf Hitler. La voix du dirigeant nazi fut un instrument clé de son pouvoir, car ses discours enflammés et soigneusement théâtralisés lui permettaient de consolider le soutien populaire et de maintenir son emprise sur les masses. Les lettres révélèrent qu'à une occasion, Hitler décida de reporter une intervention chirurgicale visant à retirer un polype sur les cordes vocales, après que le médecin lui eut expliqué qu'un repos vocal serait nécessaire après l'opération.
Il préféra attendre d'avoir prononcé un discours important avant de subir la procédure, démontrant ainsi à quel point il accordait de la valeur à sa capacité à parler en public. Dans sa correspondance, von Aiken ne fit jamais mention du fait que son patient était responsable de millions de morts pendant l'Holocauste et la Seconde Guerre mondiale. Son récit resta strictement dans les limites médicales, sans référence au contexte historique et moral entourant l'homme qu'il soignait. Outre sa voix, un autre élément crucial dans la figure d'Adolf Hitler était son langage corporel. Chaque geste, mouvement de main, posture ou expression faciale faisait partie d'une scénographie soigneusement élaborée. Bien qu'il proclamât sa foi en le destin et fût convaincu que ses paroles et actions étaient guidées par une sorte de force supérieure, presque comme s'il agissait sous l'influence d'une volonté surnaturelle, de nombreux aspects de son comportement n'étaient pas laissés au hasard. Bien au contraire, il les étudiait avec minutie et les adaptait à ses intérêts, les modelant selon ce qu'il considérait comme le plus efficace pour atteindre ses objectifs. L'art oratoire d'Adolf Hitler, intense, agressif et chargé de dramatisme, devint l'un de ses traits les plus reconnaissables, visible dès ses premiers pas sur la scène politique. Son habileté quasi innée à dominer les foules, à émouvoir et convaincre par la parole, était cultivée avec un soin extrême. Rien n'était laissé à l'improvisation dans ses discours. Chaque détail était pensé par le Führer, qui dirigea le destin du Troisième Reich avec violence et détermination brutale. Cette facette fut immortalisée par l'objectif de son photographe personnel, Heinrich Hoffmann. Celui-ci ne se contentait pas de documenter l'image publique du dictateur lors de ses apparitions et tournées, mais fut également celui qui lui présenta Eva Braun, une jeune assistante blonde aux cheveux bouclés qui devint par la suite sa compagne inséparable. Dans les périodes où il ne photographiait pas le chef nazi, Hoffmann collaborait activement à perfectionner son style d'expression inimitable, en affinant les aspects les plus théâtraux de son oratoire. Ils formaient un duo parfaitement coordonné. Au discours puissant et magnétique de Hitler, Hoffmann ajoutait des images soigneusement composées, des clichés dramatiques en noir et blanc qui mettaient en valeur le meilleur profil du Führer. Ces photographies n'avaient pas seulement une valeur propagandiste, elles servaient également de référence pour que Hitler perfectionne ses gestes, postures et expressions. Les images étaient, en soi, un guide pour sa mise en scène. Hoffmann avait commencé avec un modeste studio au numéro 50 de la Schellingstrasse, mais en 1929, il se déplaça vers un espace plus grand et plus moderne, la NSDAP Photohaus Hoffmann, située à l'angle de l'Amalienstrasse et de la Theresienstrasse à Munich. Là, en plus de réaliser des portraits, il proposait la vente d'appareils photos et de pellicules. Dans ce studio aussi, Hitler exerçait son autoritarisme. Il donnait des ordres précis sur les photographies à conserver et celles à éliminer sans ménagement. C'est dans cet environnement que le célèbre photographe parvint à documenter un Hitler qui répétait méticuleusement chacun de ses mouvements avec la précision d'un acteur de cinéma. Chaque geste, chaque posture était étudiée jusqu'à atteindre la perfection désirée par le dictateur, qui cherchait à projeter une image exacte et contrôlée. Hoffmann eut d'innombrables séances avec un Hitler qui s'exerçait en privé à l'art oratoire, peaufinant sa technique devant la caméra. Mais lorsqu'il examinait les clichés, si l'un d'eux ne correspondait pas à ses attentes, il ordonnait immédiatement la destruction du négatif et interdisait que la photo soit montrée à quiconque. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hoffmann fut arrêté par les forces d'occupation américaines, accusé de collaboration active avec le régime nazi. Pendant sa détention, les Alliés confisquèrent ses archives personnelles, s'appropriant bon nombre des négatifs originaux de ces images frappantes et révélatrices qui documentaient le processus minutieux de construction de l'image publique de Hitler. Heureusement, Heinrich Hoffmann n'obéit pas entièrement aux ordres de Hitler et réussit, d'une manière ou d'une autre, à préserver presque l'intégralité de l'extraordinaire archive photographique, qui revêt aujourd'hui une valeur historique inestimable. Après avoir purgé une peine de 10 ans de prison, il fut libéré en 1955 et, une fois libre, décida finalement de rendre publiques les images longtemps restées cachées. Ces photographies finirent par illustrer les pages d'un livre qu'il écrivit sous le titre « J'étais l'ami de Hitler ». Dans la préface de cet ouvrage, Hoffmann remarquait que sur certaines prises, Hitler ressemblait à un bouffon,
mais que cela révélait son acharnement à expérimenter avec sa propre image. Selon lui, cela faisait de lui un homme politique remarquablement moderne pour son époque, quelqu'un qui comprenait le pouvoir du visuel bien avant que cela ne devienne un outil standard dans la propagande politique. Aujourd'hui, 90 ans après que ces photographies furent prises, en 1934, il est plus clair que jamais que l'image et le langage corporel occupaient une place centrale dans la stratégie du dictateur. Dans la solitude d'un studio photographique, Hitler répétait froidement ses poses et ses gestes les plus frénétiques, construisant millimétriquement le personnage qui allait dominer les foules. Et il y parvint. Pour le malheur de millions de personnes mortes à cause du totalitarisme et de la barbarie nazie, son message atteignit son but avec une efficacité implacable. Leni Riefenstahl, la femme qui transforma Hitler en mythe. La rencontre entre Leni Riefenstahl et Adolf Hitler eut lieu en privé et marqua un tournant dans la vie de chacun. Hitler avait vu La Lumière bleue, le premier film de Riefenstahl, lors d'une projection réservée. Ce film, qu'elle avait elle-même réalisé et interprété avec très peu de moyens, le bouleversa profondément. Il y découvrit non seulement un talent cinématographique hors du commun, mais aussi une femme dont la beauté et la présence physique incarnaient l'idéal arien que le régime souhaitait projeter. Très vite, Hitler comprit que Leni pouvait être bien plus qu'une artiste. Elle pouvait devenir un instrument esthétique du pouvoir. Leur relation ne fut pas intime au sens charnel, mais politique et symbolique. Hitler ne voulait pas simplement la voir à ses côtés. Il souhaitait l'intégrer dans l'appareil du Troisième Reich comme figure clé dans la construction de l'imaginaire visuel du nouvel ordre. Leni, de son côté, accepta ce rôle avec enthousiasme. La fascination était mutuelle. Lui voyait en elle la représentation de l'Allemagne nouvelle, et elle voyait en lui la possibilité de porter sa vision artistique à des niveaux impensables, avec des ressources illimitées et une liberté créative dans les limites du régime. C'est ainsi que Riefenstahl devint la grande réalisatrice du nazisme. En 1935, à peine 3 ans après ce premier contact, elle réalisa son œuvre la plus célèbre, Le Triomphe de la volonté. Ce documentaire, qui retraçait le congrès du parti nazi à Nuremberg, fut filmé avec une esthétique monumentale, presque religieuse, qui transforma un acte politique en un rituel cinématographique de glorification. La figure de Hitler y apparaissait enveloppée de symboles, de foules parfaitement organisées et d'une chorégraphie du pouvoir transmettant ordre, grandeur et destin. Le film fut considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma en raison de ses innovations techniques, de son montage dynamique et de sa maîtrise de l'image. Mais il resta également marqué par sa finalité, exalter un régime totalitaire. Des années plus tard, le triomphe de la volonté continuerait d'être analysé autant pour sa valeur cinématographique que pour sa charge propagandiste. Le film eut pour axe central le congrès du Parti national-socialiste allemand, célébré dans la ville de Nuremberg en septembre 1934. Cet événement, qui réunit plus de 700 000 membres du NSDAP, de la SA, de la SS, des jeunesses hitlériennes et d'autres organisations affiliées, fut conçu non seulement comme une démonstration d'unité politique, mais aussi comme un spectacle de masse méticuleusement organisé pour être immortalisé par les caméras de Leni Riefenstahl. Pendant plusieurs jours, des défilés, des discours, des rituels symboliques et des cérémonies de loyauté furent réalisés avec une précision presque militaire. L'un des moments clés fut le discours d'Adolf Hitler dans lequel il proclama la consolidation du régime et réaffirma son rôle de chef incontesté du peuple allemand. Fraîchement nommé président du Reich, après la mort de Paul von Hindenburg un mois plus tôt, Hitler utilisa ce rassemblement pour déclarer publiquement la fusion entre la fonction de chancelier et celle de chef d'État, ce qui, en pratique, faisait de lui le Führer absolu de l'Allemagne. Son message tournait autour des thèmes de l'unité nationale, de l'obéissance, de la pureté raciale et de la grandeur future. D'autres dirigeants nazis prirent également la parole, comme Rudolf Hess, qui ouvrit le congrès sur un ton messianique, et Heinrich Himmler, qui exalta la discipline de la SS contrairement aux documentaires traditionnels. Riefenstahl construisit son œuvre avec une intention esthétique et propagandiste claire, rompant avec les principes d'objectivité du genre. Le film ne cherche pas à raconter ni à analyser, mais à exalter et à glorifier. La réalisatrice recourt à des prises de vue en hauteur, à des cadrages symétriques
et à un montage rythmique qui transforme les défilés en une chorégraphie visuelle saisissante. Les discours n'apparaissent pas dans leur intégralité, mais en fragments, comme une bande sonore accompagnant visuellement l'exaltation du pouvoir national-socialiste. Hitler lui-même est filmé sous des angles qui renforcent son image de chef charismatique, presque divin. Le titre du film, Le triomphe de la volonté, inspiré des idées nietzschéennes, répond à un objectif de propagande direct, présenter le Führer comme l'instrument de la résurrection allemande, l'homme destiné à restaurer la gloire perdue après le traité de Versailles. Sous la direction de Riefenstahl, le congrès de Nuremberg devint le premier acte politique entièrement pensé comme un spectacle visuel, planifié dans les moindres détails pour sa captation et sa diffusion massive. Ce fut sans doute la naissance du cinéma politique comme arme de contrôle idéologique et le point culminant de l'alliance entre l'art et le pouvoir dans le Troisième Reich. Le triomphe de la volonté ne se contenta pas d'enregistrer l'événement politique tel qu'il s'était déroulé. Au lieu de cela, il transforma la réalité en fonction des exigences visuelles du langage cinématographique. Le film fut construit comme une œuvre artistique avec une intention propagandiste claire, où la scénographie, la lumière et le cadrage furent conçus avec autant de soin que le contenu idéologique. Albert Speer, architecte personnel de Hitler, et plus tard surnommé l'architecte du diable, participa activement à la production, en concevant les décors monumentaux et les systèmes d'éclairage qui conférèrent aux images leur caractère grandiose et quasi mystique. La première officielle du film eut lieu le 28 mars 1935 et il obtint rapidement une reconnaissance internationale. Il fut récompensé au Festival du film de Venise et à celui de Paris, où la critique salua sa forme innovante et l'esthétique impeccable de sa réalisatrice. Grâce à ces récompenses, Leni Riefenstahl se positionna comme une figure centrale du cinéma européen, et son nom commença à circuler au-delà des frontières allemandes avec admiration et étonnement. Ce succès lui donna une plateforme encore plus grande. En 1936, profitant de son prestige grandissant, Riefenstahl réalisa Olympia, un ambitieux documentaire sur les Jeux olympiques de Berlin. Cette nouvelle œuvre, considérée comme un autre joyau technique, scella sa réputation de cinéaste la plus reconnue au monde à l'époque. Sa capacité à capturer la beauté du corps humain en mouvement, sa maîtrise du rythme et de l'image, ainsi que ses constantes innovations visuelles furent saluées même par ceux qui critiquaient sa proximité avec le régime nazi. Mais un aspect clé de sa carrière fut le soutien absolu qu'elle reçut du pouvoir. Tandis que de nombreux cinéastes allemands subissaient coupures budgétaires et censure, Riefenstahl bénéficiait d'un accès illimité aux ressources. Bien que Hitler ait toujours montré une admiration particulière pour elle, ce fut Joseph Goebbels, ministre de la propagande, qui la combla de faveurs, de protection et de fonds. Chaque projet qu'elle proposait recevait le feu vert, peu importe le coût. Contrairement à d'autres artistes de l'époque, Riefenstahl travailla avec une liberté financière et logistique, même lorsque la guerre exigeait des sacrifices de tous les secteurs culturels du pays. Elle fut, sans aucun doute, la protégée du régime. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Leni Riefenstahl fut arrêtée par les autorités alliées et passa près de 4 ans en détention, entre prison et camp d'internement. Ce ne fut qu'en 1952 qu'un tribunal la déclara exempte de responsabilité directe pour crimes nazis, la qualifiant de sympathisante, mais non de collaboratrice active. Une fois libérée, elle choisit de tourner la page de sa carrière de cinéaste politique et s'orienta vers de nouvelles passions, parmi lesquelles la plongée sous-marine et la photographie ethnographique, se consacrant pendant des années à documenter les cultures et visages de tribus africaines, notamment au Soudan. Malgré le passage du temps, Riefenstahl resta une figure controversée. En 1991, à l'âge de 89 ans, elle visita l'Espagne pour présenter son livre de mémoire, une autobiographie dans laquelle elle relatait sa relation avec le régime nazi, les obstacles rencontrés à l'étranger pendant le Troisième Reich et les moments difficiles vécus après la guerre. Lors de l'événement, des images de ses films, aussi bien devant que derrière la caméra, accompagnaient son récit. Son énergie inhabituelle et sa lucidité surprirent tous les présents, qui ne tardèrent pas à poser des questions embarrassantes sur son passé. L'une des grandes interrogations persistantes du public et de la presse fut de savoir si Riefenstahl avait entretenu une relation personnelle allant au-delà du cadre professionnel avec Adolf Hitler.
Elle répondit avec son habituelle assurance. Hitler était une personne extraordinairement agréable. Son charisme était indéniable. Elle fut cependant catégorique en niant toute affiliation politique formelle. « Je n'ai jamais été membre du parti nazi », affirma-t-elle sans hésitation. Dans ses propres mots, repris dans ses mémoires, elle se souvenait d'un moment vécu à Hollywood, peu après le pacte de Munich, lorsqu'on lui demanda directement « Étiez-vous la maîtresse de Hitler ?» Avec un sourire, elle avait l'habitude de répondre « Non, ce ne sont que des rumeurs sans fondement. Tout ce que j'ai fait, c'est réaliser des documentaires pour lui. » Sa vie s'étendit sur plus d'un siècle. Elle mourut le 8 septembre 2003, 2 semaines après avoir fêté ses 101 ans. Sa mort ne fut reconnue officiellement par aucune institution allemande et aucune figure de l'État n'exprima de condoléances publiques, signe évident que son héritage, bien qu'influent dans le cinéma, restait enveloppé de zones d'ombre et de polémiques. La voix de Goebbels, l'orateur le plus létal du Reich. En rejoignant le Parti national-socialiste, Joseph Goebbels débuta son parcours en s'occupant des affaires financières du mouvement, une responsabilité qu'il assuma avec efficacité à un moment où l'organisation traversait de graves difficultés économiques. C'est en 1924 qu'il rencontra Adolf Hitler, peu après la libération de ce dernier, emprisonné pour l'échec du putsch de Munich. La rencontre marqua profondément les deux hommes. Ils se reconnurent comme orateurs talentueux et Hitler vit en Goebbels un instrument fondamental pour conquérir le terrain politique. 2 ans plus tard, en 1926, il lui assigna une tâche considérée comme ingrate, prendre la direction du parti à Berlin, une ville hostile au national-socialisme, où la majorité de l'électorat sympathisait avec les conservateurs monarchistes ou les partis de gauche. Le défi était immense. À peine arrivé dans la capitale, Goebbels descendit du train à la gare de Potsdamer Bahnhof, traînant ses bagages et un exemplaire de Mein Kampf sous le bras. Sans tarder, il se rendit au siège local du NSDAP, déterminé à instaurer de l'ordre parmi les militants dispersés. Son premier objectif fut d'assainir les finances du parti. Il exigea de 600 des 1000 adhérents qu'ils versent une cotisation mensuelle de 3 marks et il établit un droit d'entrée au meeting comme source de revenus supplémentaires. Il restructura également l'activité de rue du parti en réorganisant les SA sous le commandement de Kurt Daluege afin de les rendre plus efficaces dans les rues berlinoises. Parallèlement, il fonda le journal Der Angriff, l'Attaque, qui deviendrait son principal outil de propagande. Pour augmenter la visibilité du NSDAP dans un environnement résolument hostile, Goebbels recourut à des techniques visuelles agressives. Il remplaça les anciens affiches de propagande par des panneaux de grande taille, aux couleurs vives et aux messages provocateurs tels que « Lénine ou Hitler » ou « Le Kaiser d'Amérique parle à Berlin ». Son objectif était simple, provoquer une réaction, bonne ou mauvaise, afin de positionner le parti dans la conversation publique. Comme il l'exprima lui-même avec franchise, « Les Berlinois doivent nous insulter, nous calomnier, nous combattre, nous frapper, mais ils doivent parler de nous. » Durant cette période, Goebbels forgea plusieurs de ses slogans les plus célèbres, qui illustrent sa vision sans limite de la propagande. En propagande comme en amour, tout est permis. La propagande est comme l'art, elle n'a pas besoin de se conformer à la vérité. Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Et la phrase qui résumait son culte du chef « Hitler, c'est l'Allemagne, comme l'Allemagne est Hitler ». Ces formules devinrent les piliers de sa stratégie, cimentant sa réputation d'architecte de la machine de propagande du Troisième Reich. Les discours de Joseph Goebbels devinrent de véritables spectacles publics, impossibles à ignorer. Son style oratoire, intense et charismatique, parvenait à attirer les foules et à les captiver. Avant chaque intervention, il avait l'habitude de demander à ses collaborateurs « Quelle musique mettons-nous aujourd'hui ?» reflétant la dimension presque théâtrale de ses meetings. Les harangues de celui qu'on surnommait « le génie du micro » s'accompagnaient d'un montage visuel complet. Drapeaux flottants, marches militaires, chants et chorégraphies parfaitement synchronisées. Il entrait toujours en scène avec un retard intentionnel, sachant que le suspense augmentait l'attente du public. Un jour, il arriva à un meeting en taxi, ce qui suscita des critiques d'Otto Strasser, qui jugea cette dépense inutile. Goebbels répondit avec sarcasme « Vous ne comprenez pas ce qu'est la propagande. J'aurais dû venir avec 2 taxis, un pour moi et un pour ma valise. »
Cette anecdote illustre sa compréhension de l'impact visuel et symbolique dans la construction de l'image. Les affrontements violents avec les communistes, qui tentèrent souvent de saboter les événements du NSDAP, étaient fréquents. Lorsqu'éclataient des troubles, Goebbels savait transformer chaque incident en opportunité de propagande. Il transformait chaque malheur en récit héroïque. Par exemple, lorsque son chauffeur Albert Tonac fut frappé à la tête avec une bouteille, il le fit entrer en civière sur la scène, générant une image dramatique qui émut le public. Ce type de mise en scène renforçait la position victimaire du parti et son rôle de résistance nationale. Un autre cas emblématique fut celui de Horst Wessel, un jeune militant assassiné par des communistes que Goebbels éleva au rang de martyr. Son nom fut utilisé pour baptiser l'hymne officiel du parti, consolidant sa mémoire dans le culte national socialiste. Malgré le succès de sa propagande, les affrontements constants obligèrent la police à suspendre à plusieurs reprises les actes du NSDAP pour des raisons de sécurité. Face à cela, Goebbels faisait preuve de ruse. Il transformait les événements annulés en rencontres sportives ou en excursions, contournant ainsi les restrictions légales et assurant que les rassemblements aient lieu malgré tout, bien que sous une autre appellation. Cette flexibilité tactique permit au mouvement de maintenir sa présence publique même dans des circonstances défavorables. Les discours de Joseph Goebbels au Reichstag se caractérisaient par un ton provocateur et agressif qui ne tarda pas à entraîner des conséquences. En février 1932, il fut expulsé du Parlement après avoir insulté le président de l'époque, Paul von Hindenburg, un acte qui marqua un tournant critique dans sa carrière politique. Peu après, en avril de la même année, il fut accusé de haute trahison par ses adversaires au sein même du Parlement. Et en juillet, alors qu'il visitait sa ville natale de Reit, une foule en colère le lapida, bien qu'il en soit sorti indemne. À ce moment-là, sa figure semblait en déclin. Pourtant, tout changea radicalement en janvier 1933, lorsque le NSDAP accéda au pouvoir et qu'Adolf Hitler fut nommé chancelier d'Allemagne. Avec l'instauration du Troisième Reich, Goebbels ne récupéra pas seulement son influence, il accéda à l'une des positions les plus décisives du nouvel appareil de pouvoir. Le 13 mars 1933, il fut officiellement nommé ministre de la propagande du Reich et assuma simultanément le poste de Gauleiter, gouverneur du parti de Berlin. Il occupera ces deux fonctions jusqu'à la fin de sa vie, se consolidant comme l'un des hommes les plus proches et influents d'Hitler. Toute son expérience politique antérieure, centrée en particulier sur la conquête de l'électorat berlinois, fut retracée dans deux œuvres autobiographiques qu'il rédigea lui-même. La première, intitulée « La bataille pour Berlin », Kampf um Berlin, narre son affrontement avec les partis rivaux dans la capitale, tandis que la seconde, du palais impérial à la chancellerie du Reich, Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei, décrit son parcours depuis les marges de la politique jusqu'au cœur du pouvoir national. La nuit où Goebbels hypnotisa l'Allemagne, Totale Krieg au Sportpalast. Le discours prononcé par Joseph Goebbels le 18 février 1943 au Sportpalast de Berlin est considéré comme l'un des moments les plus troublants, mais aussi les plus efficaces de l'histoire de la propagande du XXe siècle. Beaucoup le considèrent comme une démonstration saisissante du pouvoir de la rhétorique au sein du régime nazi. Selon une analyse publiée dans Die Welt en 2013, cet événement fut décrit comme une œuvre rhétorique d'une grande précision, une manœuvre de propagande réussie qui permit de prolonger l'agonie du Troisième Reich de plusieurs mois. L'écrivain Raphaël Seligman l'a qualifié comme étant possiblement l'acte de suggestion politique le plus frappant de l'histoire moderne, provoquant une réaction psychologique massive avec des conséquences réelles, tant sur le plan militaire que social. Les images du discours de Goebbels, en particulier le moment où il pose l'infâme question sur la guerre totale et que la foule rugit d'enthousiasme, apparaissent encore fréquemment dans des documentaires sur le nazisme. Cet épisode est resté gravé dans la mémoire collective comme un symbole de manipulation de masse. De nombreuses œuvres éducatives reproduisent les 10 questions finales qui clôturent le discours, invitant les étudiants à en examiner le contenu ainsi que les techniques oratoires utilisées pour mobiliser une nation. 3 raisons principales expliquent la persistance de ce discours dans le temps. La première est son caractère emblématique en tant qu'événement de propagande, mis en scène avec une précision millimétrique dans un lieu hautement symbolique
et largement diffusé via les médias tels que la radio, la presse écrite et les actualités cinématographiques. La couverture médiatique fut totale, ce qui en démultiplia l'impact. La deuxième raison est la figure même de Goebbels. Ce discours illustre de façon particulièrement crue son style propagandiste, méticuleux, impitoyable et émotionnellement calculé. Il représente sa capacité à utiliser tous les moyens disponibles avec une froideur stratégique et un fanatisme sans bornes. Ainsi, le discours est devenu l'archétype de la propagande nazie, et son héritage perdure. Encore aujourd'hui, accuser quelqu'un de faire de la propagande à la Goebbels équivaut à une grave condamnation morale et politique, utilisée comme argument final dans de nombreux débats idéologiques contemporains. Un troisième facteur qui perpétue la résonance du discours du 18 février 1943 est son statut de cas exemplaire de manipulation collective. L'intervention de Goebbels au Sportpalast est souvent citée comme une démonstration extrême de la manière dont une foule peut être conduite émotionnellement vers des positions radicales. Le public, visiblement exalté, n'approuva pas seulement la proposition de guerre totale, mais réclama une version encore plus extrême, acceptant sans réserve les termes de l'orateur. Les phrases lancées par Goebbels étaient accueillies avec enthousiasme, tandis que l'auditoire semblait prêt à le suivre aveuglément, comme en transe collective. Ce phénomène a été interprété comme une preuve de la vulnérabilité d'une société soumise à un bombardement incessant de propagande et alimente la thèse selon laquelle l'Allemagne nazie est tombée sous l'influence hypnotique d'un système médiatique totalitaire qui annihilait la pensée critique. L'expression célèbre « guerre totale », devenue le noyau symbolique de cette journée berlinoise, ne fut pas inventée par Goebbels. L'expression circulait déjà largement depuis le milieu des années 1930, érigée en mot d'ordre stratégique sous l'influence du général Erich Ludendorff, vétéran de la Première Guerre mondiale. Son livre, publié en 1935 sous le titre Der Totalkrieg, eut un grand retentissement dans l'Allemagne de l'époque et contribua à consolider cette idée comme un principe militaire et politique fondamental pour le futur affrontement mondial. Ludendorff articulait deux idées principales. D'un côté, la conviction que toute guerre future ne pourrait être gagnée qu'à condition que l'ensemble de l'appareil étatique, économique et social soit totalement subordonné à l'effort de guerre. De l'autre, la nécessité d'une préparation idéologique intensive même en temps de paix. Cette logique visait à transformer l'État en une communauté armée permanente, une structure où l'individu perdait son autonomie au profit du collectif national en armes. Ainsi, des concepts tels que la militarisation totale de la production, le contrôle absolu de la main-d'œuvre, la propagande dirigée tant vers l'intérieur que l'extérieur, et la création d'un front intérieur unifié et hermétique devinrent des piliers de cette vision. Dans ce contexte, le discours de Goebbels ne se contenta pas de reprendre le slogan de la guerre totale. Il le réactiva comme un mot d'ordre émotionnel, mobilisateur et dangereusement efficace dans un pays déjà plongé dans une idéologie de mobilisation permanente. Erich Ludendorff lui-même, promoteur de ces conceptions, considérait que la question de l'approvisionnement de la population et de l'armée pouvait être résolue par des moyens techniques et organisationnels. Néanmoins, pour lui, le défi central d'une guerre totale n'était pas logistique, mais spirituel. Il s'agissait de créer une cohésion interne fondée sur une prétendue unité raciale héritée, consolidée sous un leadership politique fort, incarné par un commandant suprême qui dirigerait les affaires de l'État en fonction des objectifs militaires, même en temps de paix. Ainsi, le concept de guerre totale, selon Ludendorff, possédait non seulement une base pragmatique, mais aussi une charge symbolique et émotionnelle profondément enracinée dans l'idéologie völkisch qui appelait à un éveil de l'âme nationale guidé par un chef charismatique prédestiné. Beaucoup de ces éléments, la mobilisation totale de la société, l'économie subordonnée à la guerre et surtout l'invocation d'une communauté unifiée sous un leadership incontestable, apparaissent clairement dans le discours de Joseph Goebbels en 1943. À l'instar de Ludendorff, Goebbels ne se contenta pas d'énoncer des mesures concrètes. Son message comportait aussi un appel à l'unité spirituelle du peuple, à la dévotion absolue envers le Führer, ainsi qu'une dénonciation virulente de ceux qui, selon la rhétorique nazie, menaçaient cette unité, les Juifs. En réalité, le ministre de la propagande ne forgea pas une nouvelle théorie,
mais réutilisa un discours déjà largement diffusé, composé de multiples couches mêlant éléments techniques, idéologiques et mythiques. Si l'on analyse l'ensemble, l'événement lui-même, la figure de Goebbels, l'impact propagandiste attribué à l'acte et la puissance symbolique du terme « guerre totale », on comprend comment ce moment contribua à la construction d'un mythe durable. Cependant, les études historiographiques les plus récentes ont déconstruit nombre de ces interprétations. Elles ont montré que, loin d'être une manifestation de puissance unifiée du régime nazi, le discours naquit dans un contexte de profonde crise interne et s'inscrivit dans une lutte pour le contrôle politique à un moment où l'Allemagne subissait d'importants revers militaires, notamment après la défaite de Stalingrad. Le présent ouvrage se consacre précisément à cette analyse. Explorer les antécédents politiques et les conséquences réelles de l'acte de propagande au Sportpalast. L'étude se divise en deux chapitres centraux. L'un consacré aux contextes historiques et politiques qui précédèrent le discours, et l'autre aux effets qu'il produisit par la suite. Ces deux parties sont encadrées par un troisième chapitre qui présente le texte intégral du discours, accompagné d'un commentaire critique et détaillé pour en faciliter la compréhension dans toute sa complexité. Le dernier discours de Hitler, la voix finale du Troisième Reich. Le 30 janvier 1945, exactement 80 ans auparavant, Adolf Hitler adressa son dernier message public au peuple allemand. Il s'agissait d'un enregistrement pré-produit, diffusé à la radio à 10 heures du soir, alors que le Troisième Reich s'effondrait sous l'avancée des Alliés. Peu de temps après cette allocution, le dictateur se retrancha dans le bunker de la chancellerie, un refuge souterrain dont il ne sortirait jamais vivant. Il s'était proclamé éternel, destiné à durer un millénaire. Mais le Troisième Reich ne survécut que 12 ans. Il était né de la promesse de restaurer la grandeur perdue de l'Allemagne, de lui rendre sa place dans le monde et de venger les humiliations subies après la Première Guerre mondiale. Son chef accusa les Juifs et les puissances étrangères de tous les maux du pays et se présenta comme le sauveur du peuple allemand. Ce qui suivit fut l'une des tragédies les plus profondes du XXe siècle. Une guerre qui coûta la vie à des millions de personnes, réduisit des villes en cendres et précipita l'Allemagne dans une défaite totale. La nation fut divisée, marquée par la douleur, la honte et le traumatisme. Une blessure qui ne commença à se refermer qu'avec la chute du mur de Berlin en 1989. Le 30 janvier 1933, il y a déjà 92 ans, Adolf Hitler accéda au poste de chancelier du Reich. 2 jours plus tard à peine, le 1er février, il s'adressa pour la première fois au peuple allemand avec un message chargé de promesses d'unité, de grandeur et de renouveau. 12 ans plus tard, précisément le 30 janvier 1945, il prononça son dernier discours public, cette fois face à une Allemagne dévastée, en ruine. Comme dans ce premier message, le leader nazi fit de nouveau appel à une vision détachée de la réalité, ignorant les preuves de l'effondrement imminent. Plutôt que d'accepter la défaite, il réclama un sacrifice total à une population déjà brisée par la guerre. À ceux à qui il avait promis la prospérité, il n'offrait plus que la mort ou la résistance jusqu'au bout. En janvier 1945, les forces soviétiques s'étaient déjà profondément enfoncées dans le territoire allemand. L'avancée vers Berlin était constante et les troupes allemandes étaient incapables de l'arrêter. Hitler, cependant, continuait de croire qu'une fois l'accès au pétrole hongrois assuré, il pourrait libérer suffisamment d'unités de la Wehrmacht pour renforcer la défense de la Haute-Silésie, une région alors encore contrôlée par les nazis, mais qui tomberait bientôt entre les mains de l'armée rouge. Cette zone correspond aujourd'hui à des parties de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie. Hitler estimait qu'il lui fallait 2 mois pour se réorganiser et résister, mais le temps jouait contre lui. La situation ne permettait pas une telle attente. Le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, son plus fidèle soutien, nota dans son journal que les plans du Führer reflétaient une vision déconnectée de la réalité, complètement éloignée de la gravité du moment. Le 30 janvier, à l'occasion des 12 ans de son accession à la chancellerie du Reich, Hitler décida de s'adresser de nouveau au peuple allemand. Ce matin-là même, il avait reçu un rapport accablant d'Albert Speer, ministre de l'Armement et principal architecte du régime. Dans ce document, Speer avertissait que l'économie de guerre et la production militaire étaient pratiquement effondrées. La perte de la Haute-Silésie avait coupé l'approvisionnement vital en armes, chars et munitions,
rendant impossible le maintien des troupes au front. Par conséquent, écrivait Speer, la valeur de nos soldats ne peut plus compenser la supériorité matérielle de l'ennemi. Hitler réagit avec rejet. Il ne tolérait pas ce genre de nouvelles. Il interdit à Speer de partager le document avec d'autres membres du gouvernement et lui fit clairement comprendre que toute conclusion sur la situation de l'armement devait être traitée exclusivement par lui. Plus tard, il informa Goebbels qu'il diffuserait un message à la nation pour commémorer l'anniversaire de ce qu'il appelait la prise du pouvoir. La décision surprit Goebbels. Depuis la défaite de Stalingrad, Hitler avait évité toute prise de parole publique, et cela faisait 2 ans qu'il ne s'était pas adressé directement à la population. Cette fois non plus, il n'apparaîtrait pas en personne. Le message serait une bande sonore diffusée à 10 heures du soir, ce même 30 janvier. Goebbels craignait, probablement à juste titre, qu'en un moment si critique, avec les forces ennemies approchant du cœur de l'Allemagne, l'absence du Führer à un événement aussi symbolique ne soit interprétée comme une admission tacite de l'effondrement militaire, quelque chose qui était déjà évident. Il était vital pour le régime de maintenir le moral de l'armée et la détermination du peuple civil. Tout signe de faiblesse ou de résignation pouvait accélérer la chute finale. Dans ce qui serait sa dernière intervention publique, exactement 12 ans après son premier discours en tant que chancelier, Hitler tenta de raviver l'esprit combatif du peuple allemand. Il s'adressa à la nation dans le but de rallumer la flamme de la résistance, appelant à la mobilisation totale et exigeant sans détour le sacrifice le plus extrême. Comme à son habitude, il évita toute prise de responsabilité et invoqua une fois de plus l'idée d'un complot juif international comme cause de la situation critique de l'Allemagne. Il ne sert à rien de discuter avec ces éternels imbéciles qui croient qu'une Allemagne désarmée n'aurait pas été la cible de ce complot juif mondial, déclara-t-il. Et pour renforcer son propos, il recourut à des métaphores animales. Penser ainsi, ce serait nier les lois fondamentales de la nature. Quand un jars sans défense n'a-t-il pas été dévoré par un renard pour ne pas avoir eu d'intentions hostiles? Et à quel moment un loup a-t-il cessé d'attaquer parce que les moutons n'étaient pas armés? Ces comparaisons crues et symboliques dissimulaient ce que les auditeurs attendaient réellement, une explication claire de l'avenir de la guerre. Mais Hitler, une fois encore, choisit la fuite rhétorique et l'idéologie, au lieu de faire face à la réalité militaire désespérée qui accablait le Troisième Reich. Hitler commença son dernier discours en faisant référence à son tout premier message de février 1933 et lança une critique à l'encontre des pays européens qui, selon lui, n'avaient permis que 6 années de paix. Il éluda toute responsabilité dans le déclenchement du conflit, dont l'origine fut l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en septembre 1939. Il défendit ensuite sa gestion avant-guerre, soulignant que, durant ces 6 années, grâce à des efforts surhumains, nous avons restauré la capacité de résistance de la nation allemande et renforcé sa confiance en elle-même au-delà de tout équipement militaire. Malgré la situation militaire catastrophique, il tenta de projeter un semblant d'optimisme, affirmant « Le destin terrible qui se joue à l'Est, avec ses conséquences dévastatrices pour nos villes et nos peuples, sera finalement surmonté grâce à un effort maximal, malgré les revers et les épreuves dures. » Pourtant, tout indiquait que cette prédiction ne se réaliserait pas. Alors que les camps de concentration d'Europe orientale étaient évacués par les forces allemandes dans une tentative d'effacer les preuves des crimes commis, Hitler continuait d'accuser des facteurs internes et externes de l'effondrement de l'Allemagne, faisant référence à des éléments politiques et économiques du passé, et affirmant que l'avenir ne pouvait être envisagé que dans une organisation sociale fondée sur l'ordre et le devoir partagé. Dans les derniers passages de son message, il concentra son attention sur la menace que représentaient, à ses yeux, les armées ennemies, en particulier l'avancée soviétique, déjà proche de Berlin. Il déclara que, indépendamment des plans des adversaires ou des souffrances infligées au pays, le plus grand danger serait de ne pas résister. Ainsi se clôtura un discours reflétant la tension d'un régime à l'agonie et un appel désespéré à la persévérance face à un dénouement de plus en plus inévitable. Dans ce dernier message à la nation, Hitler adressa également des avertissements aux puissances alliées, notamment la Grande-Bretagne, affirmant que le conflit aurait des conséquences pour tous, et pas seulement pour l'Allemagne. Il accusa le Premier ministre britannique Winston Churchill
d'être le principal responsable du déclenchement de la guerre. Il affirma que les puissances occidentales ne pourraient pas contenir l'expansion de l'influence soviétique et que l'évolution politique et sociale de ces pays les conduirait inévitablement à une transformation profonde et destructrice. Il ajouta que les petites nations européennes, qui avaient cru aux garanties de soutien des Alliés, faisaient désormais face à un destin incertain et grave, indépendamment du moment où les conséquences se manifesteraient. Conscient que les dirigeants alliés, Roosevelt, Churchill et Staline, se préparaient à définir à Yalta le futur de l'Europe et les conditions de la reddition allemande, Hitler réagit avec fermeté, bien qu'il n'ait pas mentionné explicitement la conférence. Il rejeta toute tentative d'influencer l'Allemagne par la diplomatie ou la propagande, affirmant que de telles manœuvres n'auraient aucun effet sur un peuple, selon ses mots, prêt à résister. En réalité, ses propos relevaient davantage de la bravade que d'une évaluation réaliste. Son message ne fournissait aucune information sur l'état réel de la guerre, ni sur la situation militaire dramatique de l'Allemagne, qui, en janvier 1945, faisait face à des offensives décisives sur tous les fronts. Comme au début de sa carrière politique, Hitler usa de grandes déclarations et de promesses vagues, sans mentionner les dures réalités auxquelles son pays était confronté. À la fin, il n'offrait ni solution ni issue. La seule chose qui restait à la population allemande épuisée après des années de guerre, de destruction et de pertes, c'était une unique option, résister jusqu'au bout, même si cette fin était déjà tracée. Dans son dernier message, Hitler ne fit aucune mention d'une éventuelle négociation avec les Alliés, ni d'un cessez-le-feu ou d'une reddition. Au contraire, il présenta la résistance comme la seule voie acceptable, même face à une défaite inévitable. Dans cette bataille décisive, il n'y a qu'un seul ordre. Celui qui combat avec honneur peut protéger sa vie et celle de ses proches. Mais celui qui tourne le dos à la patrie par lâcheté connaîtra un destin honteux, déclara-t-il. Ironiquement, à peine 3 mois plus tard, le 30 avril 1945, Hitler mourait dans le bunker de la chancellerie, aux côtés de sa toute nouvelle épouse, Eva Braun. Dans les derniers paragraphes de son allocution, il se présenta de nouveau comme un chef élu par un destin supérieur, affirmant que sa vie était marquée par une mission personnelle inéluctable. En ce jour, je ne veux laisser aucun doute. Mon existence est guidée par un devoir unique, servir et lutter pour mon peuple. Seul celui qui m'a assigné cette tâche peut m'en libérer. La bombe qui a explosé à quelques mètres de moi le 20 juillet n'a pas atteint son but. Le fait que j'ai survécu, je l'interprète comme un signe supplémentaire que je dois encore accomplir ma mission, déclara-t-il, en référence à l'attentat manqué contre sa vie. Cependant, ce qu'il proposait n'était ni une sortie pacifique ni une reconstruction rationnelle, mais une résistance inconditionnelle, même au prix de davantage de destruction. Avec la même emphase qu'il avait utilisée pour diriger le pays pendant des années de guerre, il lança une ultime exhortation à poursuivre le combat, même lorsque l'issue était évidente. C'est pourquoi je convoque tout le peuple allemand, en particulier ceux qui m'ont accompagné depuis le début, et tous les soldats à maintenir un esprit de résistance encore plus ferme. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons, un jour, déposer sur les tombes de ceux tombés dans ce combat une couronne qui dira « Et pourtant, vous avez vaincu ». À ce stade, pourtant, le pays était épuisé, et la promesse d'une victoire finale n'était plus qu'une illusion totalement dissipée. Le discours de Hitler fut diffusé dans tout le territoire allemand. À Bamberg, une ville bavaroise située sur les rives du fleuve Regnitz, il fut également entendu clairement. Là, un bataillon de la Wehrmacht, réuni en formation, écouta en silence les paroles du chef. À la fin du message, la radio nationale enchaîna avec l'hymne national.